Quelques années auparavant, une femme était venue me voir en me disant « Mon mari a des relations virtuelles », qu'il discutait avec d'autres personnes. Je vous avoue que je ne savais pas de quoi elle parlait. C'était tout à fait nouveau pour moi. Et c'était à ce point nouveau que j'avais du mal à comprendre qu'on pouvait trouver du plaisir comme cela. AVS avec Philippe Robichon. Le mardi, le S de AVS, eh bien, c'est à votre sexualité. Nous retrouvons Nader Alami. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes le bienvenu, donc on a bien noté toutes vos adresses. La semaine dernière, vous êtes psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris. Vous avez étudié d'ailleurs la sexo aux États-Unis, aux States. Un petit passage à Los Angeles. Voilà, en Californie. C'est ça, au Center for Healthy Sex. Ah oui, alors ça c'est le Center for Healthy Sex, je dis... Ouais, santé justement. Je dis Mashallah. Mashallah. Voilà, bien. Vous êtes historien des religions et coach en bien-être. Vous êtes fondateur de C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous accompagnez des personnes qui vivent le célibat de façon, on va dire, problématique. Oui, vous les accompagnez. De manière subie, mais aussi les couples, des personnes qui sont déjà en couple, à mieux vivre justement leur couple quand ils en ont besoin. Et souvent des célibataires de longue durée. Oui, malheureusement. Vous avez également écrit un livre autour de la sexualité. Ça s'appelle 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. Questions-réponses de musulmans du 21e siècle sur leur sexualité. On va justement s'intéresser ce matin à une thématique que vous développez dans votre livre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la relation virtuelle. Quand la relation virtuelle prend le pas sur la relation réelle. On parle aujourd'hui de plus en plus de la digitalisation de la vie sexuelle. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir cette virtualité, cette digitalisation de la vie sexuelle ? Avec des mots très simples en fait. C'est le fait d'avoir une relation qui soit sexuelle, puisque l'objet ici est le désir, est la sexualité, est la jouissance, le projet c'est celui-là, sauf qu'il n'y a pas de corps à corps. Et on se sert plutôt d'écran, donc téléphone, smartphone, ou bien ordinateur, et puis voilà, il n'y a jamais de corps à corps, il n'y a pas de deux personnes qui font l'amour de corps à corps. Et c'est une quête d'une jouissance cérébrale, si je puis dire. Voilà. Donc, le cerveau, l'écran, et vous avez les ingrédients pour une relation sexuelle virtuelle. Bon, alors après, c'est pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, il est possible de trouver des tas de contenus. Ça va de la webcam au sexto. Enfin, il y a pas mal de moyens aujourd'hui d'avoir cette forme de sexualité virtuelle. Alors, la première qui s'est mise en place, c'est d'abord le fait d'avoir recours à des sites pornographiques. C'est-à-dire un individu qui ouvre son écran d'ordinateur, ou encore une fois son smartphone, qui se connecte à des sites pornographiques et qui va jusqu'à la jouissance, donc tout seul. Voilà. Donc ça a été la première forme de sexualité, de relation sexuelle virtuelle. Puis ensuite, il y a eu, grâce ou à cause des réseaux sociaux et de cette facilité d'entrer en contact avec d'autres personnes, le fait d'être à deux pour aller vers ce plaisir sexuel dans la virtualité. Donc, d'abord, ça a été les sites pornographiques dont il ne faut pas les écarter de la chose parce que ça a été la chose première, mais ça a été ensuite, ça a évolué, non pas que le premier n'est plus, mais il a été cumulé, additionné par une autre forme de sexualité virtuelle, où cette fois nous avons deux personnes réelles. Les deux personnes sont réelles, mais il n'y a pas de corps à corps, on reste derrière. D'accord, elles sont réelles par l'intermédiaire d'une caméra. Enfin, ça peut être une webcam. Ça peut être sans caméra, ça peut être avec caméra. Oui, avec texto, on disait. Exactement, on parle de sexto d'ailleurs. Oui, on parle de sexto. Alors, vous, ça commence puisque vous découvrez en consultation. Oui. Alors, une femme qui vous interpelle et qui, pour la première fois, il y a une dizaine d'années, vous dit qu'elle a des relations sexuelles par l'intermédiaire d'une webcam. Et ça l'interroge, en fait. Elle est perdue par rapport à ça. Tout à fait. Mais, cher Philippe, il y a quelque chose que je voudrais dire juste avant, c'est que
quand la personne à laquelle vous faites référence m'interpelle, je sais déjà ce que c'est. Mais quelques années auparavant, je ne savais pas ce que c'est lorsqu'une femme était venue me voir justement en me disant « Mon mari a des relations virtuelles ». Je vous avoue que j'étais là, je savais pas de quoi elle parlait. C'était tout à fait nouveau pour moi. Et c'était à ce point nouveau que je me demandais, mais comment quelqu'un peut-il avoir du plaisir à me parler, elle me disait qu'il discutait avec d'autres personnes. Et c'est vrai que, bon, ça remonte à par l'intermédiaire d'une messagerie c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Il discutait avec une autre femme, et c'est vrai que c'était pour moi quelque chose de... je vais vous faire une déclaration d'ignorance, mais j'avais du mal à comprendre qu'on pouvait trouver du plaisir comme cela. J'étais resté vieux jeu, hein. Moi, le plaisir, c'était deux personnes qui se rencontrent et qui font l'amour. Là, c'était nouveau pour moi. Et puis, grâce à elle, donc je la remercie, mais ça date maintenant. Et quand cette seconde personne est venue me voir, effectivement, c'était une dame célibataire qui, donc j'en parle dans mon livre, je crois qu'elle a 35 ou 38 ans, je ne sais plus, il faudra voir. Et puis, elle me parle de cela, et c'est comme ça qu'elle apaisait son désir ardent, faute de pouvoir, disait-elle, trouver un mari, donc quelqu'un avec qui elle pouvait vivre pleinement sa sexualité. Donc là, elle faisait l'amour à distance, c'est ça. Avec alors un gars pareil qui était à distance. Hein, elle était de religion musulmane, donc ça l'interrogeait quand même beaucoup. Voilà, il y avait à chaque fois, après coup, il y avait à chaque fois justement, cela revient assez souvent, un sentiment de culpabilité. Voilà, et c'est pour cela qu'elle venait justement. Est-ce que quand on a des relations sexuelles virtuelles, on a des sensations virtuelles? Enfin, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe dans la tête quand c'est pas physique, en fait, quand c'est juste virtuel. Eh bien, vous posez la question que je me posais il y a pas mal d'années. Justement, la première fois que est-ce qu'on a des sensations virtuelles? Est-ce que ça aussi, c'est virtuel? Bien, on a dit plusieurs fois, justement, dans cette émission, que le premier organe sexuel de l'être humain, c'était son cerveau. Donc, finalement, quelque part, lui, le cerveau, il est un petit peu, presque, allais-je dire, dans son élément. Puisque là, on serait de cerveau à cerveau. On a deux cerveaux qui communiquent à travers un écran. Et donc, oui, il est stimulé. Il est stimulé et il peut même aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, oui, il y a effectivement une stimulation, et puis une excitation, et puis un plaisir. Voilà. Donc qui lui n'est pas virtuel. Qui lui est réel. Mais là, on parle de relations sexuelles. Yes. Bon, là on n'est pas en relation. Non. Enfin, si, on n'est pas reliés. Enfin, je sais pas comment vous dire. On est dissociés. C'est-à-dire que l'être humain, la véritable sexualité, qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle? C'est ce moment où justement on est réassocié pleinement. C'est-à-dire que dans ce monde où on est constamment dissocié, ce qu'il nous reste de moments rares où nous sommes pleinement réassociés, c'est-à-dire esprit, corps, c'est ce moment charnel. Et là, même en sexualité, on voudrait qu'on soit à nouveau dissocié. Donc on est dissocié maintenant tout le temps. Si pour ceux qui pratiquent ce genre de pratique. On est constamment dissocié, et là aussi, donc le corps, lui, est lésé, si je puis dire, et seul ce cerveau qui, en fait, a fonction au départ de donner des ordres et donner de la stimulation réelle et pleine, puisqu'elle existe, elle est là, mais elle n'est pas pleine. C'est ça le problème avec la sexualité virtuelle. Et il y en a d'autres. C'est ça que je voudrais comprendre. C'est ce qui se passe dans votre cerveau quand finalement vous êtes dans une relation qui reste virtuelle, c'est-à-dire quand même beaucoup fantasmée. Et surtout, et d'ailleurs que fantasmé, uniquement fantasmé, puisque l'autre n'est pas là. L'autre n'a pas de parfum, l'autre n'a pas de voix, souvent. L'autre n'est vraiment pas là. En fait, qu'y a-t-il?
il n'y a que la personne avec elle-même. C'est ça le danger. Il n'y a que la personne. Ou alors l'image fantasmée qu'on a de l'autre. Oui, donc l'autre est miroir. L'autre n'est qu'un miroir de soi, en fait. Ce n'est que ses propres fantasmes que l'on véhicule à travers l'autre. L'autre ne sert qu'à cela, en réalité. En même temps, il sert à trouver réponse à du désir et peut-être, et sûrement même, à une frustration qui, elle, est réelle. Alors, ce qu'on sait, en fonction des chiffres qu'on a réussi à collecter sur le sujet, c'est qu'entre l'instauration du premier confinement, donc là c'est février 2020, février-mars 2020, et la sortie donc de mai 2021, le nombre de Français qui a déjà eu un rapport sexuel virtuel a explosé dans l'ensemble de la population adulte. Donc c'est le fait d'avoir été éloignés les uns des autres a fait que ça a augmenté peut-être la curiosité et le fait de ne pas se voir, de passer à l'acte dans cette sexualité dite virtuelle. Ce qui était marginal au moment où cette dame vient vous voir, aujourd'hui, est-ce que c'est une tendance qui s'installe, qui explose, ou ça reste marginal, Nader ? Qui explose, je prendrai tout de même quelques précautions, mais de là à dire que c'est marginal, j'en prendrai davantage. Je ne pense pas non plus que ce soit marginal, dans la mesure où nous sommes de plus en plus maintenant entrés dans des situations où vous avez beaucoup de personnes qui vivent seules, d'une part, et qui travaillent beaucoup, d'autre part, qui sont en plus dans des environnements hyper stressants. La grande ville est un lieu stressant. Et tout cela cumulé va demander à ce que l'individu, nous sommes maintenant devenus une somme d'individus, même le mot individu est très intéressant ici, on parle très peu d'êtres humains, on parle d'individus, donc c'est très socialisant en tout cas. Eh bien, cet individu, pour déstresser un petit peu de toutes ces journées où il cumule tout cela, eh bien, va chercher, à travers cette sexualité virtuelle, et le fait de déstresser, mais de manière plutôt confortable et, croit-il, sans risque. Quand la relation virtuelle prend le pas sur la relation réelle, on en parle ce matin avec Nader Alami, qui est psychosexologue. On rappelle également que vous êtes historien des religions. Alors moi, il y a une question qui me taraude, mais il faudrait que je la pose à l'imam, c'est de savoir si on a une relation virtuelle, est-ce que ça compte pour une relation réelle ? Alors, on verra ce que dira l'imam Abdelali. Mais en tout cas, ce que disent les couples, moi j'ai un retour. Oui, alors vous le spécialiste en tant que thérapeute. On parle ici, par exemple, pour des personnes qui sont déjà en couple. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une infidélité ou pas ? Est-ce qu'un homme, par exemple, qui a eu ce type de relation virtuelle avec une femme, trompe-t-il son épouse ? Ou inversement, est-ce que si une femme a ce type de relation virtuelle avec un homme, trompe-t-elle son époux ? Voilà. C'est-à-dire que dans la relation virtuelle, on a parlé des textos, on a parlé des sextos, on a parlé des webcams. Ouais. Donc évidemment, ça dépend de ce qu'on fait. Enfin, je ne sais pas, mais... oui, mais c'est vécu comme une... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans la majeure partie des cas que j'ai pu suivre, c'est vécu comme une tromperie. Alors nous, on va parler de micro-infidélité, mais il y a tout de même le mot infidélité dedans. Ah, c'est le mot, on va dire scientifique, si vous voulez. Ouais, micro-infidélité. Micro-infidélité. Pourquoi il y a le mot infidélité ? Pourquoi c'est considéré par l'un des membres du couple comme une infidélité ? C'est-à-dire que je considère quand même que tu as eu une relation sexuelle avec une autre personne. Quant à la personne qui, elle, a vécu cette relation, il s'est avéré que très souvent, j'ai pu constater que la personne, ça a été aussi une façon pour elle de se dédouaner en disant « Non, ce n'est pas une véritable relation sexuelle. Donc, je ne suis pas totalement infidèle. » Vous voyez ? Il y a ces deux aspects, ça dépend d'où on tient la chose. Pas simple, mais on sait que ce sont aujourd'hui des motifs de consultation et de friction dans le couple. Absolument, voilà, c'est ça qui est important. Ce sont et même de séparation, et même de divorce. Attention, ça va,
que nos auditeurs, nos auditrices l'entendent bien, il y a beaucoup de gens qui se séparent pour ces raisons-là. Alors il y a des sites de rencontres, des services de messagerie instantanée, des chats, des webcams. Aucune culture, aucune tradition, aucune région du monde n'est épargnée aujourd'hui par le phénomène. C'est mondial. Il suffit que vous ayez une connexion Internet et vous avez de la sexualité virtuelle. C'est aussi simple que ça. Donc aucune région au monde, aucune culture, quelle que soit la religion, n'est épargnée par ce phénomène. Alors, vous qui travaillez beaucoup avec les célibataires et ceux qui en souffrent, est-ce que c'est une solution pour les célibataires ou c'est surtout pas la solution pour les célibataires ? Écoutez, moi je considère que ce n'est pas la solution. Pourquoi ? Parce que l'une des difficultés que cela engendre, c'est justement, ça fait le lit de certains troubles sexuels qui apparaissent après. Et j'ai eu pour illustrer cela, je peux vous donner 2 exemples. Le trouble érectile d'un côté, pour des hommes qui justement, puisqu'on le disait, finalement il est seul avec lui-même en réalité. Donc la sexualité à 2 réelle, c'est aussi un rythme que l'on trouve à 2. Vous voyez, c'est un rythme que l'on trouve à 2, corps à corps, peau contre peau, odeur, parfum, tout ce que vous voudrez. Mais c'est un rythme surtout, la sexualité, qu'on finit par trouver à 2. Quand on ne le trouve qu'avec soi-même, que se passe-t-il le jour où on rencontre pour de vrai une personne et qu'on se marie avec cette personne? Eh bien, il s'avère que parfois assez souvent, le cerveau dont on disait que c'est le premier organe sexuel, on ne le répétera jamais assez, lui continue d'être habitué à ce rythme-là. Il fonctionne plus, voilà, il fonctionne différemment. Eh ben voilà. Il faut reprogrammer ce cerveau de telle façon à ce qu'il accepte un nouveau rythme qui lui est réel. Donc, l'excitation qui aurait pu venir le plus simplement du monde en voyant le corps de l'autre personne pour de vrai pour la première fois, ben il se trouve que non, ça ne marche plus, ou ça marche moins aisément que si cela avait été naturel. Autre exemple, et cette fois-ci, côté féminin. Chez une femme, pareillement, elle était, parce que le mariage avait mis du temps à venir, elle s'était mariée très tardivement et qu'elle avait eu recours à cela, le jour où elle se marie, de la même façon, ce qu'elle avait l'habitude d'avoir comme rythme pour arriver à la jouissance, il se trouve qu'avec son mari, ça ne fonctionnait pas. Ils n'étaient pas au diapason tous les 2. Et donc, elle avait recours... Pourquoi elle s'était mariée avec la personne avec qui elle avait l'habitude de faire... Ah non, c'est pas la même personne. C'était pas la même personne. Oui. Et donc, elle avait recours pour arriver... Bien que mariée, elle continuait d'avoir recours à cela et à la masturbation pour arriver à la jouissance. Mais elle était en incapacité de vivre donc de manière pleine et entière et satisfaisante cette sexualité avec son époux. Donc vous voyez, attention à ce qui justement, quand c'est trop facile, parfois il y a ce piège-là. C'est facile de se connecter. C'est très facile, ça coûte presque rien aujourd'hui. Mais on prend on s'inscrit dans un rythme, dans une fantasmatique qui, le jour où pour de vrai, donc c'est pour ça que dans le titre, c'est très bien, il y a ce sous-titre, l'impact sur la sexualité réelle. Prends le pas, sur la sexualité réelle. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus grand et de plus Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, cette sexualité virtuelle ne facilite pas de passer à la sexualité réelle. C'est ça que vous êtes en train de... Ça complique, au contraire, ça complique les choses et ça n'aide pas les célibataires comme on pourrait l'imaginer, qui souffriraient d'une certaine solitude, d'une frustration. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, c'est donné très facilement comme réponse à une frustration réelle, puisqu'il y a du désir, parce que on est un homme, on est une femme et qu'on a du désir. Bon voilà, tout le monde n'a pas le même degré de désir, mais pour certains, voilà, c'est une réalité. Certains ont du mal à patienter
c'est vrai. Et dans nos sociétés, celles où finalement on a déplacé l'objet sexuel, hein, maintenant cette frustration est compensée par de la consommation frénétique. Voilà, j'ai envie d'une... Voilà, moi, mon corps, mon esprit me dit qu'il me faut une relation sexuelle saine. Bon, bah, je peux pas l'avoir, donc je vais m'acheter un téléphone à 1000 €. Voilà, j'ai compensé. On a déplacé l'objet. Mais vous en avez pour qui, d'ailleurs, beaucoup de multinationales, il y a cette étude allemande, je ne sais plus où je l'avais lue, mais que la frustration sexuelle était une amie de la consommation frénétique. Autrement dit, nos sociétés de consommation ont besoin de gens frustrés. Ça contribue oui, parce que voilà, on essaye de combler des manques, des besoins en achetant. Exactement. Mais le problème, vous l'avez dit Philippe, c'est que le jour où, justement, alors, on a besoin, on est en phase avec une personne, on aime cette personne, on a des projets avec cette personne, on veut se marier avec cette personne, on veut fonder des familles avec cette personne. Eh bien là, ça ne s'efface pas comme ça. Le cerveau, il a enregistré, il a emmagasiné. Oui, il a emmagasiné le fonctionnement. J'imagine que c'est peut-être un peu différent pour un couple qui est installé, marié ou ensemble depuis longtemps, parce qu'il y en a un qui part en déplacement ou l'autre où ils sont en vacances ou bref, qui se rencontrent sur Skype le soir, c'est peut-être pas la même c'est pas la même chose qui se joue, qui se regardent parce qu'ils se manquent. Bien sûr. On n'est pas dans le... C'est pas du tout. Oui, bien sûr. Là, on n'est pas du tout dans le même enjeu. Il y a, je dirais uniquement là le côté bénéfice sans le risque. Voilà, et puis ils sont à deux, et puis ils se connaissent, et puis ils ont déjà consommé ensemble. Leurs corps se connaissent, leurs désirs se sont déjà conjugués. Voilà, effectivement, on est dans autre chose. Il y a moins, en tout cas, la part risque, surtout la part, effectivement, tu me manques, j'ai besoin de te voir. Voilà. C'est une nouvelle forme de jeu. Oui, ça entretient le mystère, voilà, le manque. Voilà. Mais c'est bien de jouer aussi avec le manque. C'est bien. Les couples ont besoin de ne pas être collés l'un à l'autre H24. C'est bien. Le désir que désire-t-on ? On désire ce qui nous manque. Le désir vient du manque. Ça, c'est la base de la frustration. Ça, c'est très, très important de le savoir, que si on a tout de suite et facilement... Trouble. Bonjour les troubles. Voilà. Alors, un grand souci, c'est que dans nos sociétés hyper connectées, là où les jeunes gens, et quand je dis jeunes gens, c'est vraiment de 8 ans jusqu'à 20 ans. 8 ans, 18 ans. Où tout le monde, là aussi, ils sont hyper connectés et ils ont tous, semble-t-il, là encore, une étude parue dans la presse spécialisée, tous eu déjà recours à ce type, tous, n'exagérons rien, mais en tout cas déjà visionné de la pornographie, donc, et pour certains déjà eu recours à ce type de relation-là. Ça fait qu'ils ont quasiment tout vu à l'âge de 20 ans. C'est quand même problématique d'avoir tout vu à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui va stimuler le désir après ? Si à 20 ans, j'ai déjà tout vu. L'amour. Oui, si. Vu sauf l'amour. Alors moi, franchement, je vous dis, moi, je suis très optimiste. Je dis que quand on a tout fait, tout vu, au bout d'un moment, le romantisme triomphe. J'aime à le croire parce que finalement, je pense aussi que l'humanité, si elle veut être sauvée, va arriver à un stade où finalement, on va se dire, en fait, c'était bien l'amour. Oui. C'était bien. Non, mais on va revenir aux fondamentaux, aux pyjamas en pilou et aux chaussettes l'hiver quand il n'y a pas d'électricité. Quand la relation virtuelle prend le pas sur la relation réelle, on en parle avec Nader Alami qui est psychosexologue ce matin. Alors évidemment ça va très très vite. Quand je dis ça va très très vite, les choses se sont accélérées avec la diffusion notamment de ces téléphones intelligents que tout le monde a aujourd'hui. Alors le vocabulaire aussi, parce que j'ai confondu sexto et les nudes, c'est quoi la différence ? Dans les sexto, c'est du texte. Oui. Du texte à caractère sexuel. Et nude, c'est accompagné d'une photo, d'une vidéo de l'un des individus en situation nu
Voilà. Ouais. Et ce sont des choses qui sont très envoyées sur Internet quand on regarde le trafic. C'est parmi les choses qui sont le plus envoyées, effectivement. C'est-à-dire que les hommes envoient leur pénis. Absolument. Voilà, Ou celui d'un autre. Ou celui d'un autre, oui. Voilà. Comme ça les arrange. Voilà, ça peut être le pénisme fantasmé. Oui. Et puis les femmes, pour se rendre désirables, envoient elles aussi peut-être. Voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement ce qui paraissait là encore dans une étude, c'était ce qui était très très envoyé ces temps-ci. D'accord. Et là, encore pareil, quelle que soit la région du monde. Hein. Commencez pas à vous dire, il n'y a pas de ça chez nous. Non, c'est partout. Hein. Là où il y a une connexion Internet, c'est-à-dire pour être clair, que vous soyez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, que sais-je encore, c'est même chose. Hein. Il y a des sites qui existent également pour bien réussir sa sexualité virtuelle. Oui, ils existent. Ils vous accompagnent un petit peu. Je trouve ça dommage, personnellement, parce que ça encourage à moi, je n'encourage pas, justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement dans le couple réellement, vraiment. Hein. Et ça, j'ai pu observer que c'était quelque chose qui pouvait devenir, dans beaucoup de cas en tout cas, quelque chose qui allait tout simplement remplacer et aider à la dissociation de l'individu entre son corps et son esprit, et que ça permettait pas, ou en tout cas que ça entravait de véritables relations sexuelles dans le réel, épanouissantes et satisfaisantes, et dont le corps a besoin. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on sait dans la durée des personnes qui s'adonnent à une sexualité virtuelle pendant quelques années et qui subitement, qui se mettent en couple de façon réelle? Est-ce que ça a une incidence sur leur sexualité, sur leur couple, ou pas du tout? Ils rentrent dans la normalité, Ils arrêtent du jour au lendemain à s'adonner à cette sexualité virtuelle. Alors, c'est une question, évidemment, à laquelle je ne peux pas répondre, dans la mesure où les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes pour qui ça ne va pas, pour qui il y a un problème. C'est-à-dire que toutes les autres personnes pour qui tout va bien viennent pas me voir, et elles ont bien raison. Mais pour celles que moi j'ai pu voir, en tout cas Philippe, effectivement, ça posait question, ça posait problème, puisque ou bien vous aviez l'autre qui disait mon compagnon ou ma compagne, je l'ai trouvé en train de, et puis ça ne me va pas, ou bien parfois c'est la personne elle-même qui me dit je suis marié et j'ai malheureusement pour moi, je le vis très mal, je culpabilise, je continue d'avoir des relations dans le virtuel. Voilà. Donc j'ai pu voir moi plutôt évidemment les personnes qui n'ont pas réussi à décrocher. À décrocher, très bien. On n'a pas parlé des dangers, d'ailleurs, qui sont inhérents à cette pratique. Qu'est-ce qui peut se passer quand on s'adonne à une sexualité virtuelle? Quels sont les risques? Il y a cela qu'on a dit tout à l'heure, de l'apparition de troubles sexuels, notamment chez les garçons, par exemple, des troubles érectiles, donc on a pu effectivement constater réellement. Il y en a un autre qui est très important aussi, c'est, faites attention, c'est quand même le chantage. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont, comme on le dit, screener, je crois, c'est-à-dire qu'ils vont capter un petit peu, qui vont enregistrer une vidéo faite par un tel ou une telle, et puis ensuite faire chanter la personne, alors la faire chanter de façon ou d'autre. Mais en tout cas, mettre sa réputation en danger. Et ça existe aussi. J'ai pu avoir, je crois, 2, 3 ou 4 cas comme ça où la personne était en panique totale parce qu'elle disait, voilà, je ne m'entends plus avec un tel ou une telle, et ce un tel ou cette une telle a menacé de, etc. Ou c'est pas je m'entends plus ou je ne m'entends machin, mais c'est voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui me demande de l'argent si je ne machin. Donc il y a ce risque qui est là, et ça peut conduire très loin, ça peut conduire à des couples à se briser, ça peut conduire pour les plus fragiles, ça peut aller jusqu'au suicide. Quelqu'un qui a peur que tout à coup sa réputation soit mise à mal. D'ailleurs, on l'a vu même à de très hauts niveaux de responsabilité de l'État, où des gens ont vu leur carrière stopper net parce que des gens ont révélé qu'ils avaient eu
ce genre de relations-là. Je pense à une élection passée pour la mairie de Paris, notamment. Oui, alors donc attention, c'est pas, il n'y a pas que des amis dans le monde virtuel. Oui, ça je crois que on le dira jamais assez. C'est un monde flou et donc c'est un monde plein de loups. Est-ce que vous voyez des bénéfices à ces pratiques virtuelles ? Écoutez, essayons d'être mesurés. Quand vous voyez beaucoup de gens avoir recours à quelque chose, c'est que forcément, il y a quelque part un bénéfice. D'accord ? Forcément. Le bénéfice, c'est qu'effectivement, il y a quand même de la dopamine, il y a quand même une satisfaction et puis il y a aussi le côté je réussis à séduire, donc il y a plein de choses qui entrent en jeu pour l'individu. Oui, bien. Sans quitter votre salon. Très confortable. Voilà, vous ne quittez pas votre salon, vous êtes à Singapour ou partout dans le monde, à New York, à Los Angeles, voilà. Voilà. Mais au-delà de ça, quand on a dit ça, c'est comme dans beaucoup de choses. Il faut toujours calculer, même si je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas voir le côté risque-bénéfice. Risque-bénéfice. Et si les risques, si les désavantages sont plus importants que les bénéfices, c'est à ce moment-là, même si c'est difficile, se dire que je gagne peut-être davantage à réassocier mon esprit et mon corps et à vivre pleinement. Parce que dans ce développement de la sexualité virtuelle et dans ce développement même des relations virtuelles, il n'y a pas toujours forcément sexualité, mais il y a quand même quelque chose qui moi, me semble aujourd'hui dire une chose très importante, c'est cette peur de vivre, cette peur de vivre pour de vrai. On a peur de vivre. On s'est retrouvé maintenant à notre seuil, si vous voulez, d'acceptation du risque de vivre est très bas aujourd'hui. On dirait qu'on est constamment dans la peur de l'autre, de ce que... Voilà, on a peur d'aimer. Oui, dans aimer, il y a des risques. Aimer, c'est risqué. Mais vivre, c'est risqué. Et on veut prendre le moins de risques possible. Donc la sexualité virtuelle est la bienvenue. Il n'y a pas de risque. Boum, bap, je bloque. Si j'ai envie de bloquer, c'est terminé, je vais me cacher, l'autre il ne me connaît pas, pseudonyme, machin, etc. Il n'a aucun moyen de me trouver. Mais à quel moment je vis pour de vrai ? Le vrai risque, c'est de passer toute sa vie à côté de sa propre vie. C'est de ne jamais aimer pour de vrai et de ne jamais avoir été aimé pour de vrai. Et ça entretient peut-être d'une certaine façon le célibat. Carrément. Puisque, vous savez, la frustration, il y a la bonne et la mauvaise frustration. Il y a la mauvaise frustration quand la frustration devient le but, quand la frustration devient la destination. Mais il y a cette frustration qui est bonne, qui constitue à ce que l'individu comprenne que oui, il y a des repères, oui, il y a des interdits, et que je dois donner quelque chose pour recevoir. Donc je dois m'engager. Mais là, quand est-ce qu'il y a engagement ? Il y a zéro engagement. Il n'y a jamais d'engagement. Sauf qu'il y a moins frustration. Donc, puisqu'il y a moins frustration, je ne vois pas pourquoi j'irais vers un engagement qui, lui, me fait peur. Comment est-ce que vous accompagnez ceux qui sont victimes d'une addiction à cette sexualité virtuelle ? Alors, malheureusement, c'est que, vous savez, c'est comme toutes les formes d'addiction. Comme l'addiction à l'alcool, c'est... D'abord, il faut que la personne, ça vienne d'elle. Il faut que vraiment, elle le veuille. On peut très, très difficilement amener à une personne à le vouloir. Mais quand ça vient d'elle, c'est parce qu'elle en a marre, parce que ça ne lui convient plus du tout, parce qu'elle se sent vraiment très mal, elle développe de la culpabilité et tout un tas d'autres choses. Et ça ne lui fait plus rien, déjà. Ça ne procure plus ce plaisir des premières fois. On est passé à autre chose. Ça devient frénétique, ça devient compulsif, ça devient... Donc ça vient d'elle, là c'est très important. Et ensuite, eh bien, on va, comme je le disais, faire un petit peu comme tout ce qui est de l'ordre des addictions, passer par une période de
strictement interdit toute connexion vers ce type d'application, de site, de ce que vous voudrez. Abstinence totale. Abstinence totale. On ne peut pas, c'est non négociable pendant un laps de temps et amener, et très souvent, Philippe, la personne, vous savez quoi ? Tout simplement, elle revit, elle reprend des forces, elle se réassocie. Alors on peut utiliser plusieurs techniques, dont l'hypnose, dont les EFT, dont voilà. Des techniques. Et les EFT, c'est en fait, ce sont des techniques pour réassocier l'individu justement et pour libérer un petit peu les émotions négatives et pour reprendre de l'estime de soi. Il y a quand même aussi, disons-le, du moins chez les gens, effectivement. Il y a des gens qui vivent avec ça, qui vivent très bien avec ça et qui n'ont pas besoin de venir me voir ou de voir un ou une collègue, et je ne parle pas de ces personnes-là. Mais chez les personnes que j'ai pu consulter, il y a une estime de soi qui est quand même mise à mal à un moment ou à un autre, parce que, et moi alors, j'ai pas droit quand même à une vraie relation sexuelle. Je dois toujours passer par ces artifices-là. Ça ne me convient pas. Ça, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, une fois j'aimerais bien quand même vivre ça avec mon mari ou avec ma femme. Vous voyez ? Voilà. Nader Alami, pardon, 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. Tiens, ce sont des questions et des réponses, les questions que se posent les musulmans du 21e siècle sur leur sexualité que vous publiez. On le trouve en ligne. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On réécoute l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci, et Philippe. Très belle journée santé sur Beurre FM.